Alors, à l'article 32 du feuilleton d'aujourd'hui, l'Assemblée prend en considération le rapport de la Commission des Transports et de l'Environnement sur le projet de loi numéro 57, loi modifiant l'encadrement de l'utilisation des cylindromètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation au feu rouge et d'autres dispositions législatives, ainsi que les amendements transmis en vertu de l'article 252 du règlement par M. le ministre des Transports et M. le député de Chambly. Ces amendements sont déclarés recevables par la présidence. Je vous informe toutefois que, conformément à la procédure prévue à l'article 252 du règlement, et afin d'éviter la répétition des amendements, seuls ceux proposés par M. le ministre des Transports feront l'objet du débat. Y a-t-il des interventions sur ce rapport ainsi que sur les amendements tels que je viens de l'indiquer? Je crois que oui. Je reconnais M. le ministre des Transports pour son intervention. Monsieur le ministre, à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, avant de commencer en commençant plutôt cette intervention, ce serait dans l'ordre des choses, de saluer la présence dans nos tribunes de deux personnes qui sont des ambulanciers, dont un est l'auteur d'une des pétitions qui a été déposée ce matin à l'Assemblée nationale par le député de Chambly et qui réclame justement que le gouvernement adopte une loi concernant ce qu'on appelle la Move Over Law, mais que nous traduisons ici par l'établissement d'un corridor de sécurité. Et je n'ai pas fait de recherche dans les annales des gouvernements antérieurs, mais je pense que nous n'aurons jamais répondu aussi rapidement que ça à une demande présentée par une pétition, puisque, Monsieur le Président, je ne veux pas anticiper sur nos travaux, mais j'ai bien l'impression qu'après la prise en considération du rapport de ce matin, compte tenu des collaborations que nous avons eues de la part des représentants de l'opposition officielle qui se sont intéressés au projet de loi, nous pouvons anticiper que dès demain, nous passerons à une étape additionnelle qui serait celle de l'adoption du projet de loi. Et je ne veux pas faire ici affront aux procédures parlementaires, bien au contraire, mais souligner davantage la collaboration qui s'est établie entre les parlementaires sur ces dispositions de la loi. De sorte que, à très court terme, nous aurons au Québec une disposition législative équivalente à ce qui existe ailleurs dans les provinces canadiennes, dans 7 ou 8 provinces canadiennes et dans 49 États américains, qui prévoira l'obligation pour les véhicules qui circulent sur les routes du Québec, que ce soit des autoroutes ou des routes où la circulation se fait à contresens, d'adopter une attitude qui est prudente à l'égard de ceux et celles qui, quotidiennement, travaillent en bordure des autoroutes ou des routes, ou travaillent carrément sur les routes. Dans le cas des ambulanciers, bien souvent, ils doivent intervenir directement sur la chaussée. Essentiellement, et je reviendrai sur les amendements que nous débattrons un petit peu plus tard, simplement pour établir ce concept du corridor de sécurité. Lorsqu'un véhicule circule sur une route et qu'il y voit un véhicule d'urgence, alors, véhicule d'urgence, c'est tout véhicule qui a des gyrophares rouges ou des gyrophares rouges et bleus. Évidemment, ça inclut les véhicules de police, les véhicules de pompiers, les véhicules des contrôleurs routiers, bien sûr les ambulances, mais aussi les véhicules de service comme, par exemple, les dépanneuses et les véhicules des surveillants routiers du ministère des Transports qui sont munis d'une flèche directionnelle. Ces gens-là doivent réduire leur vitesse. Tout conducteur doit réduire sa vitesse et changer de voie pour permettre justement l'établissement d'un corridor de sécurité, c'est-à-dire la voie restante entre le véhicule d'intervention et la chaussée. Lorsqu'il y a contresens, non seulement ils doivent ralentir et faire la même manœuvre, mais s'il y a une circulation en contresens, ils doivent s'immobiliser, laisser la circulation en contresens passer à la hauteur des véhicules d'intervention et, par la suite, faire la manœuvre de dépassement pour toujours assurer la sécurité de ceux et celles qui interviennent sur nos routes dans une perspective non seulement de sécurité routière, mais dans le cas des ambulanciers, dans la perspective de sauver des vies. Et c'est donc avec beaucoup de fierté que nous avons, je dirais, saisi la balle au bond, puisqu'au départ, le projet de loi 57 ne contenait pas de disposition sur le corridor de sécurité. Mais lorsque nous avons entamé avec le député de Johnson à la Commission des Transports et de l'Environnement les
consultation sur le projet de loi 57. Et moi-même, comme ministre, à l'extérieur de nos travaux, et je pense le député de Chambly, à l'occasion de visites dans sa circonscription ou ailleurs, nous avons été interpellés par des représentants des corps de police qui nous disaient, bien, pourquoi ne pas adopter rapidement une disposition semblable? Je pense qu'à l'époque, et là, je ne veux pas induire la Chambre en erreur, le député de Chambly me corrigera si je fais erreur, mais je pense que la pétition venait d'être déposée ou d'être inscrite électroniquement à l'Assemblée nationale. Donc, le débat existait. Et je dois dire que le décès tragique d'un policier dans des circonstances d'intervention en bordure d'une route a certainement créé un électrochoc, non seulement chez le corps de police, mais chez tous ceux et celles qui interviennent en bordure des routes et qui vivent cette réalité-là. Et j'ai été extrêmement surpris d'apprendre que, strictement au niveau de la Sûreté du Québec, on avait dénombré 214 véhicules au cours des 5 dernières années qui avaient été emboutis à l'occasion d'une intervention en bordure d'une chaussée, soit pour une interception, soit à l'occasion d'une intervention qui avait pour but de sécuriser un périmètre. 214 véhicules. Et dans les 5 dernières années, il y a 4 policiers qui ont perdu la vie dans des circonstances semblables. Et ces statistiques-là, pour les accidents, n'inventorient pas ce qui existe dans les corps de police municipaux, des municipalités ou des villes au Québec, qui sont des corps distincts de celui de la Sûreté du Québec. C'est dire, mais cependant, la statistique applicable à la Sûreté du Québec reflète certainement la réalité des autres corps de police qui ont à intervenir dans des situations semblables. Alors, il m'est apparu utile de suggérer à l'opposition de nous saisir de cette situation-là à l'intérieur de la procédure du projet de loi 57 pour y intégrer les dispositions qui viennent établir au Québec le corridor de sécurité. Je dois souligner la qualité des échanges que nous avons eus et je pense, et de la part du député de Johnson et de la part du député de Chambly et du collègue de l'Assomption, où on a véritablement, dans nos travaux avec tous les membres de la Commission des transports et de l'environnement, mon collègue, mon adjoint parlementaire, le député de Chomédé, qui est un policier de la Sûreté du Québec avant sa vie politique et qui avait ses contacts avec tout le corps policier. Puis là, on ne parle pas simplement des syndicats policiers, mais on parle également des directeurs de police. Je pense que tout le monde faisait consensus là-dessus. Donc, ce que je souhaitais, c'est souligner la grande collaboration que nous avons eue et véritablement, dans nos travaux, la recherche d'une solution qui était applicable à tous. Et vous savez, des fois, on dit souvent « le diable est dans les détails ». On a eu à suspendre plusieurs fois pour essayer de voir comment on pouvait inclure tout le monde. Il y a eu des difficultés techniques au niveau de la rédaction, mais je pense que, et la députée de Matane qui préside avec grand talent, de Matapédia, pardon, qui est en avant de moi et qui me rappelle qu'elle n'est pas de Matane, mais de Matapédia, puis elle a raison, mais qui a présidé avec grand talent, avec beaucoup de doigté, la commission. On s'est tous mis à l'œuvre pour trouver les bonnes solutions. Et je dois souligner le caractère très professionnel des légistes du ministère des Transports qui nous ont assistés dans cette tâche-là. Et on avait des réflexions en fin de journée, par exemple, à 21h30, puis le lendemain, à la reprise des travaux, on avait déjà des textes qui nous étaient soumis. Donc, et Monsieur le Président, dans le contexte actuel que nous vivons, je pense que c'est important dans le cadre d'interventions semblables, de dire à quel point il est possible pour les parlementaires qui sont en recherche de solutions de travailler dans un climat de collaboration, de grande cohésion et finalement de grande efficacité parce que ce matin, alors que normalement on aurait pris en considération le projet de loi 57 sur tout autre sujet, notamment les photoradars, on n'aurait pas parlé du corridor de sécurité. Et aujourd'hui, on a non seulement un projet de loi qui est bonifié sur la question des photoradars, mais un projet de loi qui est bonifié sur l'établissement du corridor de sécurité. Et je veux dire aux ambulanciers qui sont avec nous aujourd'hui et à tous ceux qui nous écoutent et à tous les travailleurs qui sont en bordure de la rue, qui interviennent dans ces circonstances-là, que nous l'avons fait en pensant à eux
et en prenant en considération les remarques qu'il nous acheminait. Parce qu'évidemment, les consultations sur le projet de loi 57 n'avaient pas porté sur l'établissement du corridor de sécurité. Et donc, les remarques qui nous étaient acheminées par les groupes qui ont été entendus ne portaient pas sur cette question-là. Et donc, c'est à travers leur travail, notamment le travail de celui qui a déposé la pétition et à travers le travail des policiers qui nous alimentaient, que nous avons pu trouver, je pense, Monsieur le Président, la très juste mesure de ce que nous présentons aujourd'hui. J'arrive aux amendements qui sont débattus. Ces amendements-là portent sur une modification à l'article 406 du Code de la sécurité routière et qui touchent également la question des ambulances. Alors, le Code de la sécurité routière, à l'article 406, qui touche bien sûr les véhicules d'urgence, mais comme c'est un ambulancier qui nous a fait la suggestion, on a mis les légistes à l'œuvre encore hier. Et ce matin, on nous a proposé des amendements qui ont été transmis aux membres de la Commission, au secrétariat de la Commission et aux représentants de l'opposition officielle. L'article 406, dans sa forme actuelle, se lit ainsi. On dit « Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit faciliter » et je souligne faciliter, le passage d'un véhicule d'urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule. Les remarques qui nous ont été faites est que le fait de faciliter le passage n'est pas un geste qui est très intrusif dans les obligations faites aux conducteurs des véhicules qui sont en rencontre ou en bordure ou à l'avant d'un véhicule d'urgence. Les amendements que nous présentons ce matin ont donc pour effet de créer une obligation qui est plus contraignante à l'égard des autres véhicules, et c'est la raison pour laquelle nous choisissons de remplacer les mots « faciliter le passage » par « céder le passage à tout véhicule d'urgence ». Évidemment, les autres amendements sont des amendements de concordance, mais je signale au passage que l'amende qui était exigible sous l'article 406, qui était, je pense, de 100 $, va passer maintenant au même type d'amende que ce qui est exigé pour le corridor de sécurité, c'est-à-dire, je pense, 300... attendez un petit peu, je pense que c'est 300 $, là, je ne veux pas vous induire en erreur. Pardon? 200 ou 300 $, on le vérifiera, ça a peu d'importance, mais ce qu'on nous a dit, c'est ceci. Non seulement l'amende est augmentée, mais le fait de ne pas céder le passage, dorénavant, fera en sorte qu'on inscrira 4 points d'inaptitude au dossier d'un conducteur. Et en matière de code de la sécurité routière, tous les experts s'entendent pour dire que bien plus que l'amende, l'inscription de points d'inaptitude est un élément qui est, je dirais, beaucoup plus persuasif à l'égard des conducteurs. Pour une raison simple, c'est que les points d'inaptitude sont inscrits au dossier et restent pour une période de temps, et qu'avec l'introduction des autres mesures liées à la sécurité routière, notamment chez les apprentis conducteurs ou chez les jeunes conducteurs, alors que le dossier de points d'inaptitude est pas très... leur banque de points d'inaptitude n'est pas très élevée, bien évidemment, ça a des conséquences qui sont immédiates. Et donc, c'est dans cette perspective que nous présentons les amendements qui, je le comprends, sont reçus par les collègues de l'opposition et qui pourront donc venir modifier le texte du projet de loi 57. De façon générale, le projet de loi 57, et je serai assez bref là-dessus puisqu'on est à la prise en considération du rapport, vient, au-delà de l'établissement du corridor de sécurité, vient confirmer l'établissement au Québec d'une mesure permanente à l'égard des photoradars et des contrôles au feu rouge, des radars de contrôle au feu rouge, des photoradars de contrôle au feu rouge, qui sont des équipements qui, tout comme la ceinture de sécurité il y a de ça 15 ans, viennent nous permettre d'avoir de meilleures statistiques en matière de bilan routier, viennent réduire de façon significative les grands excès de vitesse, les éliminent presque totalement, réduit le nombre d'excès de vitesse et réduit de 20 à 30 % les accidents aux endroits où les photoradars sont installés. Ce sont des équipements qui sont propres à assurer une plus grande sécurité routière. Et donc, le projet de loi 57 vient compléter cette panoplie ou vient s'ajouter à ce que nous avions comme équipement pour assurer la sécurité routière. Tout le régime des photoradars est un peu revu à l'égard de certains éléments. Et ce que l'on voit, ça nous permet également de déployer
le projet pilote à l'égard des municipalités que l'on souhaite voir comme étant nos partenaires. Et d'ailleurs, dans le projet de loi 57, on a tenu compte des remarques qui nous ont été faites par les représentants des municipalités qui ont été entendus lors des remarques préliminaires. Et on a bien sûr tenu compte du travail qu'a fait l'opposition officielle à l'égard de certaines dispositions du projet de loi 57, notamment à l'égard de la désignation possible du conducteur, c'est-à-dire lorsque le véhicule est pris en infraction par un photoradar, de la possibilité de désigner un autre que le propriétaire, parce qu'en réalité, M. le Président, quand vous êtes pris par un photoradar, c'est un peu comme un billet de stationnement. Le billet a été mis au nom du propriétaire du véhicule et le propriétaire du véhicule peut, dans la formule actuelle, désigner un conducteur, donc un tiers, comme étant celui qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction. On a eu des débats là-dessus. Je pense qu'on est arrivé à un compromis qui nous apparaît tout à fait acceptable, où pour les particuliers, le régime en place sera maintenu pour une certaine période, au-delà de laquelle on aura le déploiement de plus d'appareils de photoradar et des expériences additionnelles. L'obligation que se fait le ministre, et je ne parle pas de moi à la troisième personne, parce que le ministre, en tant qu'institution, doit déposer un rapport à l'Assemblée nationale, et le ministre des Transports devra, pour le premier rapport, faire un débat devant la Commission des Transports et de l'Environnement, notamment sur la question de l'affichage et sur la question de la désignation. Et si, au-delà de cette période-là, on se rend compte que les difficultés perdurent avec la procédure de désignation, il y a un mécanisme d'entrée en vigueur d'une nouvelle procédure qui viendra simplifier les choses. On a tenu compte à l'égard de la désignation des représentations qui nous ont été faites par les associations de locataires à court terme de véhicules automobiles qui ne souhaitaient pas être responsables, mais qui souhaitaient pouvoir désigner. Dans sa mouture d'origine, le projet de loi 57 leur retirait ce privilège. Dans la mouture qui est la mouture définitive et donc au moment de la prise en considération, les locataires à court terme pourront continuer de désigner le locataire à court terme comme étant celui qui conduisait le véhicule, évidemment si c'est le cas, au moment où l'infraction est constatée. J'avais indiqué de façon claire mon intention de renforcer l'obligation d'afficher à l'égard des photoradars, puisque c'est une mesure d'acceptabilité qui faisait l'objet d'une des recommandations unanimes du rapport qu'avait fait la Commission des Transports et de l'Environnement. En milieu autoroutier, on a 2 signalisations avant le photoradar. Dorénavant, on en aura 3. Donc, vous aurez été avisé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois avant que l'infraction soit constatée. Pourquoi? Pas pour donner une prime à celui qui réussit à se faire attraper après tout ça, mais parce qu'on veut que cette mesure-là soit une mesure de changement de comportement et non pas une mesure de sanction de comportement. À la limite, ça deviendra une mesure de sanction de comportement et on le comprend aisément. Quelqu'un qui passe 3 panneaux plus un photoradar, il mérite d'avoir une infraction. Et on s'est intéressé à ce dont aurait l'air ce déploiement dans un milieu qui est plus urbain. On compte évidemment sur les expériences pilotes en cours avec les villes de Québec et de Gatineau pour améliorer nos connaissances en ce domaine-là. Et je termine là-dessus, Monsieur le Président. Je pense que de l'ensemble de nos travaux, que ce soit même antérieurement au dépôt du projet de loi 57, aux travaux qui ont été faits et menés de main de maître par la députée de Matapédia et les membres de la Commission des Transports et de l'Environnement, à l'égard de tout le dossier des photoradars, nous avons développé des lignes conductrices qui nous unissent tous et qui vont dans le sens d'améliorer la sécurité routière. Je pense que les travaux du projet de loi 57, depuis les consultations auxquelles a participé très activement le député de Johnson jusqu'à l'adoption article par article de l'ensemble de ces dispositions et les améliorations que nous apportons encore ce matin au moment de la prise en considération, démontrent incontestablement que l'ensemble des parlementaires ici à Québec sont d'avis que nous nous inscrivons dans un régime qui vise un seul objectif, une plus grande sécurité et une plus grande protection des usagers de la route. Et en ce sens-là, Monsieur le Président, je suis très heureux d'être
au moment de la prise en considération de ce rapport, le ministre qui pourra faire franchir une étape additionnelle, mais aussi à un des membres de cette Assemblée qui participe à un effort que je dirais collectif et unanime. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, remercie, M. le ministre des Transports, de votre intervention. Et pour la poursuite du débat, je cède maintenant la parole au porte-parole de l'opposition officielle en ces matières, M. le député Johnson. M. le député Johnson, à vous la parole. Je vous remercie beaucoup, M. le Président, de me permettre d'intervenir lors de cette étape importante dans le processus d'adoption du projet de loi 57 qui vise à encadrer le déploiement de photoradars supplémentaires sur le territoire québécois. Le ministre l'a dit, ce projet de loi faisait suite à un rapport unanime de la Commission des Transports et de l'Environnement qui s'était penché sur un projet pilote qui, lui, avait concerné 15 appareils, 15 cinémomètres, finalement, qui soit détectaient la vitesse ou encore le non-respect de feux de circulation. Bien sûr, je ne reprendrai pas à cette étape-ci l'ensemble du processus qui a mené à ce projet de loi-là, un processus qui a chevauché même plus d'une législature, Monsieur le Président, alors qu'il a été entamé avec l'adoption d'une loi, soit la loi modifiant le Code de la sécurité routière et le règlement sur les points d'inaptitude, qui a été adopté le 19 décembre 2007. Je me permettrai de faire ce rappel-là à l'étape de l'adoption finale du projet de loi. Par contre, je me permettrai de revenir évidemment sur l'étude détaillée, c'est-à-dire l'étude article par article, qui effectivement a été une étape importante et qui a permis d'améliorer, de bonifier un projet de loi. Puisque si, évidemment, le principe faisait l'objet d'une unanimité de l'ensemble des parlementaires. Évidemment, l'opérationnalisation de ces principes-là s'était bien traduite, mais évidemment, comme la perfection n'existe point en ce bas monde, c'était un projet de loi qui méritait de se voir amélioré. Et la principale motivation de l'opposition officielle par rapport aux amendements, aux changements qu'elle a apportés, qu'elle a suggéré à la partie ministérielle, visait à s'assurer du maintien d'un important niveau d'acceptabilité sociale lié au déploiement de ces appareils. Et cette acceptabilité sociale pour le projet pilote, elle était importante. Le CAA, le Club automobile du Québec, avait fait un sondage où plus de 80% des répondants, finalement, se voyaient en faveur de cet instrument, ce nouvel instrument de contrôle qui permettait effectivement d'augmenter le niveau, l'importance de la sécurité routière sur nos routes pour les usagers. Cependant, à ce niveau-là, plusieurs amendements ont été apportés pour renforcer, pour s'assurer du maintien de cette acceptabilité sociale dont le rapport faisait état, un rapport qui aussi avait porté sur divers aspects du projet pilote. Je pense notamment, évidemment, à l'aspect de la sécurité routière, à l'acceptabilité sociale, mais aussi aux aspects organisationnels, opérationnels, technologiques et financiers. Les principaux champs d'intervention, disons qui ont les principaux questionnements de l'opposition officielle ont eu trait à des notions, par exemple, au niveau de la transparence, de la signalisation, des critères liés aux endroits potentiels qui pourraient éventuellement accueillir des cinémomètres. On s'est penché sur la question de la composition du comité issu de la table de la sécurité routière qui en viendra à étudier les demandes faites par le ministère des Transports, par les municipalités concernées, en ce qui a trait à des mesures qui peuvent être financées par l'argent amassé à l'aide, entre guillemets, à l'aide des cinémomètres et qui, eux, sont versés au Fonds de la sécurité routière. Nous nous sommes penchés aussi sur la question de l'utilisation possible de ces sommes, de questions liées aux véhicules d'urgence, évidemment à la désignation du conducteur, qui était un point auquel je tenais de façon toute particulière.
Enfin, à l'implication, à la collaboration entre les divers intervenants concernés par ce projet. Je pense au ministère des Transports, bien sûr, mais aussi au ministère de la Sécurité publique, au ministère des Affaires municipales, aux municipalités, aux différents corps policiers, à la Société d'assurance automobile du Québec, j'en passe et des meilleurs. Et enfin, le ministre en a fait état d'une façon vraiment importante au cours de son intervention sur cette étape, soit la création de ce fameux, des dispositions législatives nécessaires au corridor de sécurité, communément appelé le Move Over Law, une expression évidemment anglophone. C'est un projet de loi aussi qui a permis de démontrer la capacité d'adaptation, la souplesse dont peuvent faire preuve les parlementaires, alors que le projet de loi ne portait pas uniquement sur la question des cinémomètres, mais aussi a adopté des dispositions liées, par exemple, au renforcement des conséquences liées à la commission de gestes répressifs par des multirécidivistes de l'alcool. On s'est aussi penché sur la question des traversées piétonnières en diagonale, évidemment sur la loi sur le corridor de sécurité, de même que des questions liées aux radios bidirectionnelles. Évidemment, le ministre en a fait état. Les travaux de cette commission se sont déroulés dans un climat de collaboration, très important de la part de l'ensemble des parlementaires, un climat qui manifestement démontrait la volonté réelle des parlementaires, et ce, peu importe leur appartenance politique, de vouloir améliorer nos lois, de vouloir même améliorer ce projet de loi dont il était question. Ça a permis notamment à l'opposition officielle de présenter des amendements ou encore de convaincre la partie ministérielle d'apporter des amendements sur, par exemple, la question de la transparence. Je pense notamment aux amendements numéros 17 et 20. Sur la question de la présence de la signalisation, notamment qui est concernée par l'amendement 9. Évidemment, l'opposition a apporté un amendement lié aux critères pouvant déterminer si un endroit peut potentiellement et présente un caractère intéressant, à savoir s'il peut accueillir ou non un cinémomètre. On a tenu à rajouter la question des endroits accidentogènes, c'est-à-dire qu'un endroit peut potentiellement accueillir un cinémomètre si à ce même endroit, on a assisté au cours des dernières années à de nombreux accidents, donc de faire état du caractère dangereux de cet endroit-là. Évidemment, c'était un des critères un des critères dont avait fait état la Commission des Transports et de l'Environnement, tout comme celui lié à la difficulté de surveiller de façon traditionnelle, c'est-à-dire la surveillance policière. Un amendement qu'on n'a pas réussi à apporter, mais pour des raisons qui sont tout à fait logiques et compréhensibles. Au niveau de la composition du comité issu de la sécurité routière, l'opposition officielle tenait à s'assurer que des représentants des usagers de la route, je pense notamment au CA, pouvaient être présents sur ce comité et non pas seulement les municipalités, par exemple. On n'a pas apporté, il n'y a eu aucun amendement lié à des précisions sur l'utilisation possible des sommes, puisque c'était relativement flou. Dans l'ensemble des échanges, on parlait d'utilisation des sommes possibles en lien à des mesures visant à promouvoir la sécurité routière, c'est-à-dire des projets, ou encore des mesures de travaux correctifs liés à l'augmentation de la sécurité du réseau, finalement. Par contre, le ministre, suite au questionnement de l'opposition officielle, a précisé les éventuelles utilisations possibles des sommes générées par la présence de cinémomètres. Et évidemment, c'était quelque chose qui était, à nos yeux, très important. La partie ministérielle a aussi apporté des amendements
des amendements en lien avec des points apportés par l'opposition officielle lors, par exemple, de la période des consultations publiques ou encore lors de la période des interventions au Salon Bleu qui faisaient suite aux consultations publiques, liées à l'importance d'inclure dans les catégories de véhicules d'urgence qui étaient exemptés, finalement, du paiement des amendes, les véhicules utilisés par les contrôleurs routiers du Québec. Hein? Puisqu'évidemment, c'est une évidence, les ambulances, les policiers, les pompiers, de même que les contrôleurs routiers du Québec, se devaient d'être protégés, finalement, de la commission d'infraction, puisque lorsque on est en poursuite d'un véhicule qui a commis une infraction, ou encore que, par exemple, prenons le cas des pompiers, ils doivent intervenir rapidement sur un lieu où s'est déclaré un incendie ou encore un accident, ils ne peuvent pas être pénalisés par le fait qu'ils auraient un comportement là, qui serait détecté par le cinémomètre, c'est-à-dire, par exemple, qu'ils rouleraient à une vitesse supérieure à celle permise sur le réseau routier ou encore qu'ils, en guillemets, brûleraient un fameux feu rouge. L'opposition officielle a tenu aussi mordicus aux différentes dispositions liées à la fameuse désignation du conducteur, puisque le régime actuel, finalement, prévoit que lorsque un propriétaire de véhicule reçoit un constat d'infraction lié à un comportement que lui-même n'a pas adopté, mais qui a été adopté par une personne à qui le propriétaire de véhicule a prêté son véhicule, actuellement, il est possible que ce propriétaire désigne le conducteur, c'est-à-dire qu'il informe le ministère de la Sécurité publique ou enfin le poursuivant que ce n'est pas lui qui a commis l'infraction, puisque, à nos yeux, il était nécessaire, voire essentiel, qu'on respecte ce principe où, finalement, un individu subisse les conséquences d'un comportement qu'il a lui-même adopté et non que, étant donné qu'il était propriétaire d'un véhicule, doit être responsable d'un comportement évidemment inadéquat, mais qui a été adopté par une autre personne que lui-même. Alors, si les dispositions législatives retirant cette possibilité pour un propriétaire de véhicule de promenade ont été malgré tout adoptées et pour lesquelles j'ai même consenti à l'adoption, c'est-à-dire que l'adoption serait faite, mais j'aurais pu retirer mon consentement. Si je l'ai fait, c'est parce que je voulais démontrer au ministre que j'étais satisfait des amendements qu'il avait apportés et qui suspendent l'application de ces dispositions législatives que notamment le barreau et le protecteur du citoyen avaient dénoncé. Le ministre l'a bien dit, le ministre des Transports devra, après une période de 18 mois d'études et surtout, disons, d'approfondissement des moyens, des solutions qui pourraient être apportées, parce qu'il n'est pas question, là, évidemment, moi je suis très sensible à la question liée à l'administration et, disons, aux difficultés administratives en lien avec la fameuse désignation du conducteur. Par contre, il m'apparaissait important que le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité publique puisse bénéficier de temps supplémentaires pour tenter de trouver des solutions. Hein, visant à amoindrir, disons, la lourdeur administrative en lien avec la désignation du conducteur. Alors, évidemment, ces amendements sont à ma satisfaction dans le sens où les parlementaires membres de la Commission Transport et de l'Environnement, peut-être des parlementaires que nous ne serons plus, hein, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer à l'avenir et on ne peut pas présumer des membres de la Commission Transport et Environnement quels parlementaires seront membres de cette commission dans 18 mois, voire même plus, eh bien, ceux-ci devront se pencher à nouveau sur la pertinence de mettre en vigueur ces dispositions. Évidemment, il y a eu des amendements, notamment l'amendement numéro 2, qui vise à préciser l'implication, la collaboration entre les divers intervenants. De même que, et le ministre en a fait longuement état, les fameuses dispositions législatives visant à créer le corridor de sécurité.
Et c'était quelque chose pour nous de très important, alors que ma formation politique, le Parti québécois, s'est montré sensible à cette question, notamment en parrainant une pétition qui a été finalement initiée par une personne qui est aujourd'hui présente dans nos tribunes, qui, lui, est un ambulancier. Je pense, et qui trouvait nécessaire, essentiel, qu'on protège non seulement son corps de métier, les ambulanciers, mais l'ensemble des intervenants du réseau routier, soit les corps policiers, les pompiers, les ambulances, les dépanneuses et même les surveillants routiers qui sont identifiables de par l'immense flèche jaune qui est actionnée là, sur leur dessus de leur véhicule. Dans le cas présent, on ne pouvait pas faire de catégorie de véhicules comme un véhicule appartenant à un corps policier, puisque les véhicules utilisés par les différents responsables d'un chemin public, je pense au ministère des Transports, au niveau ou encore aux municipalités, évidemment varient. Ça peut être une fourgonnette, ça peut être un véhicule utilitaire sport, etc. Alors, cette catégorie d'intervenants du réseau routier, soit les surveillants routiers, est identifiée par la présence d'une flèche jaune. C'est aussi un projet de loi qui a permis de renforcer tout l'aspect de l'obligation de céder le passage à une ambulance, par exemple, alors que les lois précédentes ne dictaient que de faciliter le passage. Or, on trouvait, les parlementaires, que ce passage législatif-là était beaucoup trop flou et méritait d'être renforcé. De même, évidemment, que les amendes en lien avec le non-respect de cette disposition législative. Je terminerai simplement par deux choses. Vous savez, plusieurs sondages mentionnent et plusieurs citoyens nous disent, vous savez, nous sommes très cyniques envers les parlementaires, vous faites preuve d'une partisanerie aveugle, l'Assemblée nationale est plus souvent qu'autrement une véritable foire d'empoigne. Vous savez, si, à certains moments des travaux parlementaires en lien avec ce projet de loi-là, les échanges ont été intenses, voire musclés, jamais finalement, ils ont remis en question cette volonté commune des parlementaires de vouloir bonifier le projet de loi. Et en ce sens, je me permets de dire que ces travaux sont un exemple, un bel exemple, où les parlementaires sont en mesure de collaborer, peuvent avoir des objectifs communs et démontrent qu'à l'Assemblée nationale, les points de discorde se retrouvent minoritaires par rapport aux points qui nous rassemblent, alors que, et je pense utile de rappeler, près de 90% des projets de loi sont adoptés à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et si c'est possible, c'est évidemment pas parce que les parlementaires de l'un côté ou de l'autre se montrent absolument incapables d'être à l'écoute et de comprendre les amendements désirés, les bonifications apportées par l'une ou l'autre des partis. Je terminerai simplement en remerciant l'ensemble des individus qui ont travaillé à ce projet de loi. Je pense notamment aux groupes qui ont pris la peine et aux citoyens qui ont pris la peine de nous faire parvenir des mémoires en lien avec le projet de loi. Je pense à ceux aussi qui en ont rajouté une couche en se présentant aux consultations particulières qui ont été organisées dans le cadre du processus qui mènera peut-être à l'adoption de ce projet de loi-là, mais je suis convaincu que nous y parviendrons sous peu. Je tiens à remercier évidemment le personnel du ministère des Transports du Québec qui, effectivement, a mis son expertise non seulement au service de la partie ministérielle, mais aussi au service des parlementaires de l'opposition officielle, alors qu'ils nous ont accompagnés dans la rédaction de certains amendements, alors que pour des parlementaires que nous sommes, avec des équipes de recherche qui sont extrêmement compétentes, mais quand même restent limités en moyens, évidemment. Le personnel du ministère des Transports a accepté de nous accompagner. Je tiens à remercier évidemment le personnel de la Commission des Transports et de l'Environnement qui ont accompagné l'ensemble des parlementaires et qui ont veillé au bon déroulement des travaux.
De façon toute particulière, je tiens à remercier mes collègues, bien évidemment l'ensemble des parlementaires de la Commission Transport et Environnement, mais particulièrement mes collègues qui m'ont accompagné dans l'étude détaillée de ce projet de loi-là. Je pense notamment à mon collègue de Chambly, qui bientôt s'adressera à vous, Monsieur le Président, à mon collègue de l'Assomption, de même, évidemment, à ma collègue de Matapédia, qui, effectivement, a présidé à ces travaux avec un doigté tout particulier qui lui appartient, et une couleur aussi, alors que la présidente ne s'est jamais gênée, pour intervenir dans le débat, pour non seulement calmer les esprits lorsque les échanges étaient musclés, mais aussi pour poser des questions qui ont certainement permis à voir ce projet de loi-là amélioré. Et enfin, je terminerai en remerciant le ministre de son ouverture et de sa capacité à répondre finalement aux demandes de l'opposition officielle. Certainement, c'est un projet de loi qui, grâce finalement à la collaboration de l'ensemble des parlementaires, sera certainement encore une fois adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, et vous souhaite une magnifique fin de journée. Que ces considérations-là sont agréables à entendre. Alors, Monsieur le député Johnson, merci. Je ne pense pas que ça dérange ce que je vais dire, mais à l'ensemble des parlementaires et à ceux qui nous écoutent. Alors, ce n'est pas pour prendre vous, mais le président et les vice-présidents donnent des formations dans les écoles sur un petit cours qui s'appelle l'éducation à la démocratie. Et par rapport au pourcentage de lois qui sont adoptées à l'unanimité, on dit partout 75. Alors, j'aimerais mieux que vous vous rappeliez, c'est parce que le 90 est un peu fort, mais c'est très louable de mentionner que nous, ce qu'on enseigne, parce qu'on est allé le voir sur le plan des statistiques, l'important, c'est le bon chiffre, 75, mais l'important, c'est surtout de rappeler ce que vous rappelez avec raison, puis le ministre l'avait fait, puis je ne pense pas que ça dérange les travaux. C'est plus la constance de voir dans les commissions parlementaires comment le travail se fait en étroite collaboration. Moi, je l'entends régulièrement et il me semblait que ma longévité pouvait me permettre d'en témoigner sur ce que je fais. Monsieur le député de Chambly, pour votre intervention, toujours sur le rapport de cette commission. À vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, il me fait plaisir à mon tour d'intervenir à cette étape de la prise en considération du rapport de la Commission des institutions qui a étudié article par article le projet de loi 57 au cours des dernières semaines. Cela dit, je ne vous parlerai pas, Monsieur le Président, de ce qui est le cœur du projet de loi 57, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les radars photos, mais plutôt de certains amendements auxquels le ministre a fait référence et qui portent sur ce qu'on appelle à l'extérieur du Québec, au Canada, aux États-Unis, le Move Over Law. Essentiellement, la Move Over Law est une disposition législative qui existe dans presque tous les États américains, pas loin de 50, et dans la majorité des provinces canadiennes, et qui essentiellement vise à obliger les automobilistes à ralentir et à changer de voie lorsqu'un véhicule d'urgence, policier, pompier, ambulancier, un véhicule de surveillance routière ou une remorqueuse est immobilisé sur une route ou sur l'accotement d'une route. Monsieur le Président, c'est un citoyen de ma circonscription de Chambly et ambulancier de profession, Patrick Dufresne, qui est d'ailleurs présent dans nos tribunes aujourd'hui, qui m'a sensibilisé ces derniers mois à cette question du Move Over Law, du corridor de sécurité routière. En fait, M. Dufresne m'a sensibilisé aux dangers rencontrés par les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les contrôleurs et surveillants routiers, les remorqueurs, lorsque ceux-ci interviennent sur nos routes, et particulièrement lorsqu'ils interviennent sur l'accotement de nos routes. M. Dufresne m'a raconté à quel point il arrive souvent que des automobilistes passent très, très près de frapper des policiers ou d'autres professionnels qui œuvrent en bordure de nos routes. Et la statistique que nous donnait le ministre tantôt était révélatrice à cet égard. Dans les 5 dernières années, plus de 200 véhicules de la Sûreté du Québec ont été frappés lors d'une intervention en bordure d'une route. Alors, c'est vous dire, et on ne parle que des véhicules policiers et que des véhicules policiers de la Sûreté du Québec. Alors, je pense que cette statistique nous confirme effectivement ce que M. Dufresne m'avait dit ces derniers mois. M. Dufresne m'a aussi parlé du policier Vincent Roy, du service de police de Bromont, qui est décédé tragiquement en étant justement frappé par un automobiliste alors qu'il faisait une intervention de routine sur la route 139 à Bromont.
et pour lequel, Monsieur le Président, nous avons tous une pensée spéciale aujourd'hui. Et M. Dufresne m'a dit, il faut changer ça. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je pourrais faire une pétition? Et c'est ainsi qu'il a initié, par mon intermédiaire, une pétition demandant d'instaurer la Move Over Law, donc d'instaurer ce corridor de sécurité routière au sein de notre Code de sécurité routière. Cette pétition, je l'ai déposée ce matin et elle a été signée en quelques semaines seulement par plus de 2400 citoyens. C'est vous dire à quel point cette pétition a touché des gens. Et plusieurs villes et MRC ont d'ailleurs adopté ces dernières semaines des résolutions en ce sens. Je pense à la ville de Bromont, à la ville de Boisbriand, à la MRC de la Haute-Yamaska, à la MRC des Chenaux et à la MRC de Marguerite-Diouville. Plusieurs organisations ont également manifesté leur appui à cette Move Over Law, à ce corridor de sécurité routière. Je mentionne quelques-unes de ces organisations, Monsieur le Président. Urgence Santé, l'Association professionnelle des paramédics du Québec, l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, l'Association des professionnels du dépannage du Québec, l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, l'Association des pompiers de Montréal, la Corporation des techniciens ambulanciers de la Montérégie, la Fraternité des policiers de Laval, le syndicat du préhospitalier et la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, parmi toute une série d'autres qui ont manifesté au cours des dernières semaines, des derniers mois, leur appui à l'instauration de la Move Over Law au Québec. Et, Monsieur le Président, vous me permettrez de déposer les résolutions adoptées par ces villes et ces MRC, de même que les lettres d'appui des organisations que je viens de mentionner. On va tout simplement valider le consentement. Il y a consentement pour le dépôt. Alors, Monsieur le député, ça va. Il y a consentement. Vos documents sont déposés. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a donc eu une réelle mobilisation citoyenne ces derniers mois, ces dernières semaines, autour de cette question du Move Over Law, du corridor de sécurité routière. Et le ministre des Transports, dont je salue la collaboration remarquable dans ce dossier, Monsieur le Président, s'est montré ouvert ces dernières semaines à profiter de l'étude du projet de loi 57, qui, vous l'aurez compris, porte sur les radars photo, pour modifier le Code de sécurité routière, non pas pour seulement y insérer des dispositions sur les radars photo, mais aussi pour y ajouter quelques articles qui instaurent le corridor de sécurité routière, la Move Over Law au Québec. Essentiellement, il s'agit d'amendements, en fait, il s'agit d'instaurer un nouvel article 406.1 qui prévoit, j'en rappelle rapidement les grandes lignes, que lorsqu'un véhicule d'urgence ou une dépanneuse dont les feux clignotants ou pivotant sont actionnés est immobilisé sur un chemin public, le conducteur d'un véhicule routier doit, si le véhicule immobilisé est situé sur la voie sur laquelle il circule, réduire la vitesse de son véhicule et, au besoin, l'immobiliser, puis emprunter une autre voie après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Lorsque le véhicule immobilisé est situé sur l'accotement ou sur la voie contiguë à la voie sur laquelle le conducteur circule, ce dernier doit, dans l'ordre, réduire la vitesse de son véhicule et changer de voie. Et on a ajouté, Monsieur le Président, vous aurez compris que ce que je viens de vous lire porte sur les véhicules d'urgence, donc pompiers, policiers et ambulanciers et les dépanneuses. On a ajouté un dernier article lors de nos travaux en commission parlementaire pour prévoir la situation des véhicules de surveillance routière via un dernier paragraphe à cet article 406.1 qui se lit ainsi. Le présent article s'applique également lorsqu'est immobilisé sur un chemin public un véhicule routier sur lequel est actionné le signal lumineux d'une flèche jaune prescrivant un changement de voie. Le changement de voie doit alors être fait dans le sens indiqué par la flèche. Et on a prévu un nouvel article 311.1 au Code de sécurité routière pour prévoir toujours le cas des véhicules de surveillance routière, le véhicule des surveillants routiers, lorsque celui-ci est en mouvement. Et on a fait un certain nombre de concordances au règlement sur les points d'inaptitude pour prévoir effectivement l'imposition de 4 points d'inaptitude lorsqu'il y a contravention à ces articles. Alors, c'est essentiellement les amendements qui ont été faits. Et ce matin, suite à des discussions que j'avais eues avec M. Dufresne vendredi dernier sur son métier et sur la difficulté d'être ambulancier au Québec, et à des discussions que j'ai eues avec le ministre hier, le ministre, j'avais proposé un amendement, mais le ministre l'a retravaillé avec ses fonctionnaires dans la nuit, vraisemblablement, enfin, entre hier soir et aujourd'hui.
Et on nous est arrivé, M. le Président, avec un nouvel amendement qui est proposé ce matin à l'article 406 du Code de la sécurité routière, qui fait en sorte, l'article 406, je vous le signale, M. le Président, c'est l'article qui traite de la priorité de passage des véhicules d'urgence, notamment les ambulances. Alors, ce matin, nous arrivons avec un nouvel amendement qui fait en sorte que l'article 406 sera dorénavant plus dissuasif, à la fois quant au libellé de l'article et quant au nombre de points d'amende et de points d'inaptitude qui seront liés à cette infraction. Alors, j'en suis très heureux et je peux presque dire qu'on pourrait presque, M. le Président, parler de l'amendement Patrick Dufresne, puisque c'est à son initiative, vendredi dernier, quand il m'a parlé de ça, que j'ai pris le dossier en main, j'en ai parlé au ministre et avec la collaboration habituelle qu'il a eue dans ce dossier, on réussit aujourd'hui à faire cet amendement qui va rendre l'article 406 plus dissuasif, notamment pour les ambulanciers qui travaillent sur nos routes. Alors, je conclus, M. le Président, en vous disant que je suis très heureux que dans la foulée de cette pétition qui a été initiée par un résident de ma circonscription, Patrick Dufresne, aidé de plusieurs personnes, et on me permettra, entre autres, de souligner M. Richard Couture, qui l'accompagne aujourd'hui dans nos tribunes et qui est une personne très impliquée, un bénévole très impliqué en matière de sécurité routière. Je pense qu'il est bien connu au ministère des Transports, qui s'est aussi mobilisé sur cette question au cours des derniers mois. Alors, je suis très heureux que dans la foulée de cette pétition, le ministre des Transports ait accepté de modifier dès maintenant le Code de sécurité routière pour y instaurer ce qu'on appelle la Move Over Law, ou ce qu'on appellera dorénavant le corridor de sécurité routière. Je salue la collaboration du ministre dans ce dossier, la collaboration de tous les parlementaires de la Commission des institutions qui ont travaillé sur ce dossier, au premier chef, mon collègue de Johnson, qui est porte-parole de l'opposition sur ces questions et qui a fait un travail remarquable dans ce dossier, de même que la présidente de la Commission, la députée de Matapédia, qui s'intéresse à ces questions de sécurité routière depuis de nombreuses années. Et je termine, M. le Président, en formulant le vœu, parce que c'est notre objectif en bout de ligne, en formulant le vœu que ces dispositions législatives que nous ajoutons aujourd'hui au Code de la sécurité routière permettront une meilleure protection des travailleurs qui doivent intervenir en situation d'urgence sur nos routes. Et souhaitons-nous également, donc, que ça assurera une meilleure sécurité routière au Québec. Je vous remercie, M. le Président. Alors, je vous remercie. Je vous remercie, M. le député de Chambly, de votre intervention et je salue nos deux nouveaux parlementaires occasionnels. Alors, on vous remercie de votre contribution et je cède la parole à Mme la députée de Matapédia pour son intervention. À vous. Merci, M. le Président. Et je vais parler vraiment pas très longtemps, mais je m'en voudrais de ne pas le faire parce que dans ces moments de beau parlementarisme, je pense qu'on doit prendre la parole et le souligner. Je veux souligner le travail de tous les parlementaires de la Commission des Transports sur plusieurs années. On a eu de nombreuses consultations, on a eu le projet pilote, on a eu le rapport suite à l'implantation du projet pilote des radars photo et cinémomètres, et on a eu des ministres qui ont été impliqués jusqu'au ministre des Transports actuel, député de Châteauguay. Alors, effectivement, il y a eu une excellente collaboration entre les parlementaires. Il y a eu aussi l'implication à travers les années du ministère de la Sécurité publique, du ministère de la Justice aussi, mais le leadership a été exercé, bien sûr, par le ministère des Transports. Alors, c'est aussi, je veux saluer le fait que c'est la première loi entièrement pilotée par le député de Johnson. Et je veux saluer son travail parce que c'est difficile et c'est lourd de responsabilité de piloter, comme dans l'opposition officielle, de piloter un projet de loi comme porte-parole dans un dossier et de faire en sorte qu'elle soit bonifiée, qu'elle soit améliorée. Et l'ouverture du ministre des Transports a permis que chacun et chacune d'entre nous, on a pu mettre notre petite pierre pour édifier une loi 57 qui, jusque même à hier, mon collègue député de Chambly le soulignait, elle a continué de se bonifier. Alors, félicitations à tout le monde. Félicitations à la vice-présidente députée de Pontiac qui m'a remplacée à quelques reprises, qui l'a fait aussi de main de maître. Et M. Patrick Dufresne est la personne qui vous accompagne parce que c'est l'implication citoyenne de piloter une pétition, de faire en sorte que les gens dans la population soient conscientisés
on peut sauver des vies humaines, on peut sauver des blessures aux gens, on peut sauver des dommages matériels, d'autant plus que ce sont des personnes qui se dévouent dans des conditions difficiles dans un pays tel que le nôtre. Au Québec, où est-ce qu'on a un pays nordique, où est-ce que c'est dans les tempêtes de neige? Moi-même, comme parlementaire, j'ai été prise dans des tempêtes de neige sur la route, dans des conditions d'urgence. C'est très difficile. Et on est content quand les ambulanciers, les policiers, les pompiers, toutes les personnes viennent à notre secours. Alors, on est d'autant plus responsables comme citoyens et citoyennes de leur faciliter la tâche. Alors, bravo, M. Dufresne, bravo à toutes les personnes, dont la table de concertation sur la sécurité routière, d'avoir contribué à nos travaux. Et je salue une dernière fois la bonne collaboration de toutes les personnes et le travail aussi des fonctionnaires qui sont des rédacteurs merveilleux. Nous, on est des parlementaires, on n'est pas des légistes, et ces gens-là nous aident, les fonctionnaires du ministère des Transports, par leur grande connaissance. Ils savent comment amener des amendements, ils nous aident, nous, on le fait, mais ils font en sorte que les choses soient possibles de la façon la meilleure. Alors, merci à tout le monde. Alors, je vous remercie, Mme la députée de Matapédia. Est-ce que le rapport de la Commission des Transports et de l'Environnement portant sur le projet de loi numéro 57, loi modifiant l'encadrement et l'utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation au feu rouge et d'autres dispositions législatives est adopté? Adopté.